débats, on continue à parler avec Stéphane Layani parce que c'est toujours passionnant. Donc, il a du mal à quitter le studio. Bon, on va aller à Rungis. Pour les débats, c'est Pascal Jalabert, journaliste politique, éditorialiste. Bonjour. Qui est là. Bonjour. Alexandre Malafaye, président du think tank Synopia. Bonjour. François Monboise, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, autre forme de commerce. Bonjour. Et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Field Media. Bonjour à vous. Bonjour. On va parler de l'accord de principe entre le PS et LFI, parce que c'est vrai que c'est quand même un accord important qui fait grincer un certain nombre de dents. Le Burkini avec Laurent Wauquiez qui menace de couper les subventions à Grenoble si Éric Piolle autorise le Burkini. Où sont les Républicains? C'est vrai que tout l'espace médiatique est occupé par la gauche, par la France Insoumise en particulier. Et puis, question autour de la street medic, cette femme qui a agressé un pompier pendant les manifs du 1er mai. Elle passe son jugement aujourd'hui. Quelle peine? Une peine de prison. Ça interroge sur l'exemplarité des peines. On évoquera tous ces sujets avec vous dans un instant. Pascal Jalabert. Bonjour. Et bonjour. Très bon coup de gueule que je partage. Allez, coup de gueule ce matin sur les difficultés en ce moment à renouveler son passeport ou sa carte d'identité dans de très nombreux départements. C'est embouteillé, les délais sont longs, l'imprimerie nationale n'arrive pas à faire face. Alors, au-delà de la dégradation de nos services publics et au public, parce que c'est quand même un service qui nous est dû par les administrations centrales et les collectivités, je crois que cela témoigne du manque de prévision et du manque de planification. C'est-à-dire, on a bien vu dans toutes les préfectures qu'en 2020 et début 2021, la demande s'était tassée pour cause de Covid et que donc il allait y avoir un afflux. Tout cela aurait pu être prévu. C'est pareil pour les lits d'hôpitaux, c'est pareil pour les numerus clausus des médecins, c'est pareil pour les profs, c'est pareil aujourd'hui pour les éducateurs de jeunes enfants et les personnels d'école maternelle. Il en manque parce qu'on ne prévoit pas que dans 3, 4, 5 ans, il faudra recruter tel type de personnel. Donc là, une fois de plus, comme pour les masques, comme pour le reste, l'imprévision, l'absence de planification entraîne une dégradation du service public et qui est pénalisée, c'est l'usager. Je vous conseille ce matin dans le Canard enchaîné un article tout à fait passionnant. Moi, l'hôpital me terrifie, parce qu'on apprend sur l'hôpital, le fonctionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, ce sont 2 services de pointe de l'hôpital Beaujon, qui est un service très réputé pour tout ce qui est chirurgie digestive. Les médecins partent dans le privé, dans des cliniques à Hartmann, à Ambroise-Paré. Ils ne peuvent plus travailler à l'hôpital public. J'apprends également à l'instant qu'à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, 6 infirmières partaient. Ce matin, en arrivant dans son service, il apprend qu'il y en a 4 de plus qui partent. Ça veut dire 10 infirmières. L'hôpital ne peut plus fonctionner. Oui. Je ne demande à Martin Hirsch ce qu'il fait, ce qu'il a fait. On entend parler de Marisol Touraine qui pourrait revenir. Marisol Touraine est responsable de ce qui se passe à l'hôpital. Le numerus clausus, c'est elle. Ça me rend dingue. Comment peut-on imaginer embaucher Marisol Touraine dans un gouvernement après les dégâts et le désastre? Et ça rejoint ce que vous dites sur la pénurie sur cette France qui ne fonctionne pas. La France ne fonctionne pas parce qu'elle ne sait pas anticiper, elle ne sait pas planifier. L'hôpital, il y a un cas révélateur. Chaque année, X infirmières partent à la retraite. Or, les infirmières, beaucoup ont des carrières longues. Beaucoup ont eu des enfants. Donc, elles font valoir leurs droits très tôt et le plus tôt possible. Et évidemment, on n'en forme pas assez. Et parmi celles qu'on forme actuellement, c'est Région de France qui le dit. La présidente Carole Delga et le vice-président Renaud Muselier, 20% et parfois 30% abandonnent leurs études au bout de la 2e année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne forme même pas 80% des besoins qui seront dans 2 ans. C'est pas dans 10 ans, c'est dans 2 ans. Donc la catastrophe actuelle à l'hôpital, elle ne fait que commencer. Il faut en avoir bien conscience. Et là, si on ne réagit pas très vite, on va aller à l'effondrement. Pour sourire, on pourrait se demander à quoi sert McKinsey. Mais plus sérieusement, il y a quand même un modèle qui pourrait servir d'inspiration aux administrations qui ne savent pas s'organiser et prévoir. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Ce sont les modèles des armées. Parce que
que les armées aujourd'hui, ce sont quasiment les plus gros employeurs de France et les plus gros recruteurs chaque année de France, compte tenu de leur système et des entrées et des sorties liées au contrat. Et aujourd'hui, les armées n'ont pas de problème de recrutement. Ils anticipent, ils savent faire des plans. C'est pas comme si c'était une fatalité de subir, mais ça veut dire qu'il faut avoir les bonnes personnes et puis qu'à un moment donné, il faut avoir peut-être des fiches objectifs. Avoir des fiches objectifs, dire à des dirigeants, attention, et sanctionner, parce que là, je pense que ça mériterait, par exemple, le coût des passeports et des cartes d'identité, compte tenu des conséquences que ça a sur plein de gens qui peuvent pas partir en voyage dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça mériterait quand même de mettre quelques personnes à la porte, comme on dit. François Ambroise. Oui, sur les métiers de l'hôpital, il y a deux choses. Il y a le manque de planification et il y a aussi le fait que des gens partent. Martin Hirsch l'a expliqué, il y a beaucoup d'aides-soignantes et d'infirmières qui quittent l'hôpital et ce n'était pas prévu. Et ça, il y a un gros travail à faire de rendre ces métiers plus attractifs pour que les gens restent. Parce que là, on a un gros souci d'emploi non pourvu. C'est pour ça que les candidats qui disent il suffit d'embaucher une divine infirmière, il faut juste les trouver, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Ce matin, il y a un médecin de la PHP qui a passé une offre d'emploi sur Twitter. On recrute des médecins dans mon service, assistants, professeur PH, donc praticien hospitalier en psy, périnatalité, enfants, ados, addictos, trauma, des addictologues, des collègues ont quitté l'hôpital ou la région, des nouveaux postes ont été créés, mais pas de candidats. Vous vous rendez compte où on en est à appeler à candidature? Et dans les hôpitaux, il n'y a pas d'infirmières. Elles préfèrent partir faire de la boulangerie, partir ailleurs, mais travailler pour 1700 € quand on habite dans une grande ville et qu'on peut pas se loger. Moi, je les comprends. Elles sont un exemple d'abnégation et de... Alors, la crise sanitaire n'a pas aidé. Alors, on peut regretter que quand on parle de travail en France, on aborde ça par des petits bouts de la lorgnette, c'est-à-dire la réforme des retraites, l'assurance chômage, au lieu d'avoir une réflexion plus générale sur le sens du travail, comment on fait, l'exemple de l'hôpital. Je prends toujours cet exemple. À l'époque, dans les années 70, travailler en 3-8, c'était quasiment une norme. Vous aviez un salarié sur 3 qui travaillait en 3-8. Aujourd'hui, c'est une exception et l'hôpital en fait partie. Donc, comment on imagine de rendre le travail en 3-8 acceptable? Peut-être qu'il faut que ça ne dure que 3 ans, que 4 ans. Peut-être qu'il faut des compensations. Mais il faut prendre une réflexion globale sur le travail, associer les partenaires sociaux, bien évidemment, et voir ça sur la globalité d'une carrière, d'un fonctionnement. Si on prend petit bout par petit bout, sans organiser, sans planifier, eh bien, on se heurtera à des lits qui ferment, à des médecins qui partent parce qu'ils n'ont pas d'infirmières dans les blocs, à des passeports non délivrés et à des élèves sans prof devant eux. Parce que dans l'éducation nationale, vous êtes dans certains coins du Jura ou de l'Ain, vous passez des petites annonces dans le Progrès pour recruter des profs. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'Emmanuel Macron envisage de réintégrer les 15 000 soignants qui avaient refusé de se faire vacciner. On va y revenir dans un instant avec vous, à tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec Pascal Jalabert, journaliste politique, éditorialiste, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média. On va parler de cette femme qui a agressé les pompiers. Elle comparait aujourd'hui. Quelle peine pour cette femme. Où sont les Républicains? Laurent Wauquiez qui menace de couper les subventions à Grenoble si Éric Piolle autorise le burkini. Et puis accord de principe entre PS et LFI. Je crois que Matteo, vous vouliez réagir sur ce qu'on a évoqué à partir du coup de gueule de Pascal Jalabert sur les passeports. C'est vrai qu'il y a aussi une disparité. Frédéric me dit, après 4 pré-demandes en 2 ans à Paris pour faire renouveler mon passeport, je l'ai eu à Trouville en 2 temps, 3 mouvements, c'est dingue. Oui, Matteo. Et puis sur l'hôpital, on parlait de l'hôpital. Oui, justement, j'ajoute rien à l'hôpital parce qu'effectivement c'est scandaleux et c'est triste aussi de voir que des métiers pour lesquels des personnes étaient prêtes vraiment à s'engager comme mission, parce que être infirmier, être médecin, être réanimateur, je sais pas quoi, c'est aussi une mission et puis on les voit qu'effectivement ils sont démotivés et désormais dans une voie de garage parce qu'ils sont complètement fatigués. Mais la chose que je voulais ajouter aussi, c'est que le manque d'anticipation, c'est flagrant et c'est vraiment problématique parce que si vous considérez aussi le problème des passeports, il y a par exemple tous les citoyens qui sont franco-ukrainiens, qui, je ne sais pas s'ils ont pu par exemple faire tous leurs documents à cause de la guerre, etc. Naturellement,
quelque chose d'extérieur, une imprévu. Mais souvent, les Français de l'étranger ne savent pas à qui s'adresser pour avoir quelque chose qui est finalement leur droit. Et je me reconnecte aussi aux élections parce que vous avez vu que les Français de Shanghai n'ont pas pu voter. Alors, je me demande... Ça, c'est les Chinois. Oui, non, d'accord. Mais en France, existe le système de la procuration. Est-ce que quelqu'un a pensé qu'il pouvait peut-être avoir une exception, je ne sais pas, faire une procuration par Internet, vu la situation extraordinaire? À mon avis, personne n'y a pensé. Et d'ailleurs, à mon avis, personne n'a pensé aussi pour les législatives. Donc, je pense que les Français de Shanghai et de Pékin, désormais, auront des problèmes parce qu'il y a une manque d'anticipation. Et encore une fois, c'est une rarification du service public. Ouais. François, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter quelque chose sur ce qu'avait dit Pascal Jalabert sur la nécessité de réfléchir aux métiers. L'attractivité des métiers. Je crois que c'est indispensable. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis où il y a des centaines de milliers de jeunes qui quittent le métier. C'était en novembre, en se filmant, en quittant, démissionnant. En gros, ils ne jouent plus. Ils veulent plus être dans le système. Et ça, c'est un énorme problème qui commence à monter un petit peu en France de jeunes pour la plupart. Mais ils font quoi ? Ils quittent tous les métiers. Ils veulent plus bosser, en gros. Ils veulent plus bosser. Ils veulent plus de ce système. Ils démissionnent du système. Et ça fait aussi en cascade que vous avez du mal à trouver des aides-soignantes, vous avez du mal à trouver des infirmières. Il y a des tas de métiers qui n'attirent plus. Et donc, effectivement, il faut s'asseoir avec les syndicats, y penser très sérieusement, parce que ça marche plus. Oui, non, mais c'est un phénomène plutôt. Et le Covid l'a augmenté, c'est-à-dire que les gens ont vu que rester chez soi, finalement, c'est pas mal. Les gens demandent maintenant dans les grandes entreprises au moins 2 jours de télétravail par semaine. On le voit dans les magasins qui ont un mal fou à trouver des vendeuses, parce que par définition, il n'y a pas de télétravail dans les magasins. Ça devient un vrai sujet parce que les filles disent, mon copain, il a 2 jours par semaine à la maison, je veux la même chose. Non, c'est un vrai virage. Un gros problème de métier qui ne trouve plus personne. Un vrai virage de société sur le rapport au travail, on le voit dans la restauration où ils ne veulent plus faire d'horaires de week-end, de coupures. C'est un vrai sujet. Mathéo, c'est un coup de cœur ? Oui, un coup de cœur qui concerne toujours l'éducation et la santé publique, en tout cas, parce que Santé publique France lance un vaste étude sur la santé mentale des enfants après la pandémie de Covid. Donc, ils vont mener une étude sur les enfants des maternelles et des primaires pour essayer de comprendre effectivement les effets qu'il y a eu cette pandémie sur leur vie, avec leurs moyens de compréhension naturellement. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on dit souvent que les enfants ont payé cher la pandémie parce qu'ils ont vu leur maîtresse avec le masque, ou bien ils ont dû porter le masque dans les salles de classe, ou bien ils ont dû s'isoler, donc perdre un peu de contact avec leurs petits copains, etc. Et cette situation a été très longue, donc elle a porté sans doute des conséquences. Et là, enfin, il y a peut-être des réponses qui vont arriver, des réponses structurées grâce à cette enquête que Santé publique France va lancer. Très bien. François Monbois, c'est un coup de gueule. Oui, sur la tolérance vis-à-vis des rats et des animaux que quand j'étais petit on appelait nuisibles et qu'on n'appelle plus nuisibles. Dans le Parisien, un monsieur est décédé d'une septicémie dans des HLM du nord de Paris parce que son appartement était infecté de rats. Ils l'ont signalé à l'organisme, au bailleur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien ne s'est passé. Et il est mort d'une septicémie. Donc je trouve qu'il y a une tolérance vis-à-vis des rats. Enfin, à Paris, c'est hallucinant. Depuis quelques années, avant, on les tuait. Mais maintenant, on ne les tue plus. Parce que vous avez peut-être vu cette vidéo un peu étonnante à la mairie de Strasbourg où une dame explique que ce sont des animaux qui n'ont nulle part à aller. Elle parle des rats, elle parle aussi des punaises de lit. Et on oublie qu'il y a des animaux qui sont porteurs de maladies, qui sont nuisibles. Je me permets de vous rappeler qu'il y a un néo-candidat de la France Insoumise qui plaidait pour les moustiques. Exactement. Et puisque vous êtes italien, vous avez dû voir que Rome est infestée de sangliers.
Exactement. Et ça pose des problèmes. Qui agresse des personnes. Voilà. Il faudrait des Gaulois qui arrivent à Rome pour manger les sangliers. Ils ont compris qu'il y avait des poubelles et que les poubelles sont intéressantes. Mais c'est les limites de l'antispécisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait plus la différence entre les gens et les animaux. Et le même candidat dont vous parlez, qui protège les moustiques, et nuisibles surtout, il veut enlever le droit de vote aux gens qui ne sont pas assez intelligents pour voter. Donc on en arrive à des aberrations. Alors c'était une vidéo qui était ancienne. Il était ce matin sur Sud Radio, Émeric Caron, c'est à lui auquel vous faites allusion. J'ai moi-même vu cette vidéo hier avec sidération. En fait, c'est une interview qui date d'il y a plusieurs années. Donc ce matin, il a un peu rétro-pédalé en disant qu'il ne portait pas ce projet. Et celle sur les moustiques aussi. Les moustiques. Mais vous dites qu'on est compatissant avec les animaux. Est-ce que c'est pas de la négligence, tout simplement, quand on parle de Paris c'est l'hygiène. Non, c'est la souffrance animale. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'à Paris, c'est pas plus de la négligence que pour préserver les rats? Ce qui est fou, c'est qu'on est en train de transformer Paris à grande vitesse. Je crois qu'hier vous parliez de la question des arbres centenaires que la maire de Paris voulait faire abattre, et ça va dans tous les sens, sauf que l'essentiel n'est pas assuré. Il suffit quand même de se déplacer dans d'autres villes. La semaine dernière, j'étais à Londres. Je peux vous dire qu'à Londres, la ville est d'une propreté extraordinaire, d'une part. Deuxièmement, il n'y a aucune trottinette sauvage en vrac dans les rues, il n'y a aucun vélo qui fait n'importe quoi. Il y a des zones pour les vélos, il y a des zones pour les voitures. Alors c'est le bordel sur le plan du trafic, mais ça c'est parce qu'ils ont voulu effectivement limiter le nombre de trafic. Mais en tout cas, il y a un vrai ordre qui règne, donc c'est pas une fatalité. Et c'est vrai qu'avant de commencer à transformer la ville, on devrait la rendre à peu près vivable, propre, sécurisée, avec des transports en commun, là aussi dans un état digne et de nature à respecter les gens qui vivent, les gens qui se transportent. Et ce serait la priorité des priorités. Pour l'instant, on se concentre sur faire du visible, on prépare 2024. Voilà. Et rétropédalage de la mairie de Paris. Et alors l'argument d'Emmanuel Grégoire qui dit on n'avait pas la même sensibilité aux arbres il y a 4 ans quand on a lancé le projet. Mais Rachida Dati avait plaidé au Conseil de Paris contre cet aménagement grotesque et moche qui est en place. Ils vont couper la puissance des petits, ils vont couper les jeunes. Non, même pas. Pardon, François. Ça montre la puissance des influenceurs de quelqu'un comme Hugo Clément. Absolument. Parce qu'effectivement, Rachida Dati avait hurlé, les gens de Saccage Paris hurlaient depuis 6 mois en pure perte. Et là, Hugo Clément a pris l'affaire, l'a médiatisé, Laurence Parisot est entrée dans le jeu, enfin il y a des tas de gens, et du coup la mairie a fait marche arrière. Mais c'est impressionnant sur le pouvoir des influenceurs. Absolument, c'est Hugo Clément qui a été le moteur de ce rétro-pédalage, alors qu'il y avait déjà plus de 100 000 personnes qui avaient signé cette pétition. Je voudrais alerter sur une dernière chose. J'ai vu que les représentants du comité qui s'est battu pour maintenir ces arbres ont alerté aussi sur le fait que l'un de ces arbres, quand même, pourrait être endommagé parce qu'on voudrait en tout cas construire un pavillon. Mais je pense qu'ils vont revenir sur le projet total parce que construire des casiers à bagages à cet endroit-là, c'est... Vous êtes optimiste. Oui, écoutez, on peut y croire. Qui n'a pas fait son coup de gueule? Alexandre Malafaye, ça va nous emmener sur la politique. Oui, c'est un coup de gueule façon moquerie contre Manuel Valls, dont on vient d'apprendre qu'il était le candidat de La République En Marche pour la circonscription des Français de l'étranger, Espagne et Portugal. Alors ça fait sourire parce que quand on regarde le parcours politique de Manuel Valls depuis qu'il a quitté Matignon, retour à Évry avec une élection à quelques voix près, et puis finalement il décide de quitter la vie politique française pour toujours, et de s'engager pour toujours, en plus avec une histoire d'amour à Barcelone. Il tente de conquérir la mairie. Je m'appelle Manuel Valls. Exactement. Il y a un excellent clip que je vous conseille de regarder, réalisé par les Catalans. Alors c'est en catalan, mais on arrive à comprendre. On comprend le catalan. Ça s'appelle Moi je m'appelle Manuel Valls. Voilà. Et c'est vraiment très bien fait. On l'a même entendu dire qu'il avait fait sa première déclaration d'amour en catalan et que ça marquait pour la vie. Il avait donc dit qu'il ne reviendrait jamais faire de la politique en France. Finalement, il a pris une calotte au municipal à Barcelone. Il est revenu en France. On l'a vu un peu partout ces dernières semaines, y compris au premier rang lors de la séquence de victoire d'Emmanuel Macron à la Tour Eiffel. Et puis finalement, il est réembarqué dans une aventure politique. Voilà. Et ce que je veux dire simplement, c'est que derrière toutes ces déclarations se pose une question qui doit interroger en fait le kidam de tous les jours. C'est à quel moment l'homme politique est-il sincère?
Et ça, c'est la leçon. Oui, non, mais pardon, moi, si un jour Manuel Valls me dit quelque chose dans les yeux, en me disant tu peux compter sur moi, parce que maintenant c'est l'engagement que je prends de manière forcée et déterminée, mais peut-être qu'il n'a pas cette sincérité. Je pense que ce problème de la sincérité, moi, c'est la leçon de tir, est un vrai sujet. Moi, je suis pas d'accord sur le fond, parce que je pense que Manuel Valls n'a jamais changé politiquement, qu'il est droit dans ses bottes, qu'il a porté toujours les mêmes idées, et que c'est peut-être le plus important dans cette histoire. Après dire, je serai plus politique, je vais aller à Barcelone, je vais machin, mais dans ce qu'il est intrinsèquement politiquement, lui, au moins, il n'a pas changé. C'est pas comme Jean-Luc Mélenchon, et je vais refaire un coup de gueule quand je vois certains ou certaines qui disent que Jean-Luc Mélenchon est Charlie, etc. Non, Jean-Luc Mélenchon a fait un très bel hommage à Charb le jour de son enterrement. Je rappelle Charb qui a été tué, assassiné lors des attentats de Charlie Hebdo. Après, Jean-Luc Mélenchon a participé à ce qu'on a appelé la marche de la honte aux côtés de ceux qui ont assassiné intellectuellement les assassins, et je cite Marie Cabrette, de Charlie Hebdo. Il n'a pas soutenu Mila, il a assimilé Charlie et Valeurs Actuelles. Enfin, beaucoup de choses qui font que pour le coup, c'est pas un homme qui est resté droit dans ses bottes. Or, Manuel Valls, là-dessus, sur la laïcité, sur un nombre de valeurs, il n'a pas bougé d'un iota. Oui, c'est vrai que Manuel Valls, on ne peut pas lui reprocher depuis le début, c'est un républicain, laïque, la fermeté, il est sur des fondamentaux d'ailleurs de la gauche française, il ne faut pas se tromper, hein, la République, la laïcité, la fermeté, ça fait aussi partie de l'ADN de la gauche, donc ça on ne peut pas lui reprocher. En revanche, Manuel Valls, il a une addiction. Il a une addiction à la politique. Il est rentré, je crois, il a pris sa première carte au PS à 17 ans. Il était au cabinet de Rocard à la photocopieuse à 19 ans. Et voilà, il a été à Matignon. Donc, je voudrais vous rappeler que, il a sans doute été droit dans ses bottes sur certaines thématiques, mais par exemple, quand il a fait approuver la loi il a soutenu l'approbation de la loi pour le mariage pour tous. Il a dit qu'il n'y aurait jamais eu de PMA en France, il y aurait eu une moratoire internationale sur la GPA. Désolé, il n'a rien fait, et donc il a changé des vestes sans problème. Naturellement pour des raisons électorales, parce que en France, parler des thèmes sociétaires, on peut le faire seulement dans un sens, donc dire que c'est bien l'avortement, la GPA, la PMA, etc. Lui, il avait dit qu'il s'engageait à garantir aussi une certaine application, une certaine sauvegarde du droit d'ailleurs des femmes et des enfants nés par GPA, etc. Il l'a pas fait, désolé. Et puis, en tout cas, pour se reconnecter à ce qu'on disait dans les coups de gueule initial de Pascal, le problème, c'est que justement, le Kidam voit que les services publics continuent à se rétrécir, et entre-temps, il y a des politiques qui sont en train de faire le commerce, le marché des vaches pour les législatives. Ouais. Voilà, enfin, il s'intéresse pas du tout aux problèmes des services publics, etc. Donc, désolé, mais Manuel Valls, ça m'a fait drôlement sourire. Et personnellement, si j'étais un Français de l'étranger de cette circonscription, je le voterais même pas un rêve, parce que il a dit tout et son contraire. Alors, on va marquer une petite pause, et puis vous, François Monbois et Alexandre, vous pourrez réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, quelques mots encore sur Manuel Valls. Alexandre, vous vouliez justifier, préciser votre coup de gueule. Oui, en fait, c'était pour dire, Valérie, que je suis en fait d'accord avec vous sur le fond de Manuel Valls, à qui je reconnais un certain nombre de talents, et puis aussi le fait qu'avec François Hollande, ils ont amorcé le virage de la social-démocratie, qui a changé beaucoup de choses sur la deuxième partie du quinquennat de François Hollande, mais c'est pas ce que les gens retiennent. Ce que les gens retiennent, c'est, en effet, c'est ce qu'on dit en off, c'est le côté girouette, avec des engagements qui sont remis en cause parce qu'il dit des choses, et derrière, il fait autre chose. Et c'est ça que les gens vont retenir de Manuel Valls, et c'est dommage. Parce qu'en effet, il aurait très bien pu dire, écoutez, j'ai envie d'aller à Barcelone, j'ai envie de tenter une aventure, l'Europe permet de se présenter, c'est sympa, voilà, je tente ma chance. Et il m'y fait prendre des engagements de nature irrémédiable, et puis au bout du compte, il fait volte-face. Donc on se dit, bon, ce type-là n'a pas d'ossature politique, ce qui n'est pas vrai. François ? Oui, moi je suis d'accord avec vous, Valérie, sur le fait qu'il n'a pas changé de position politique depuis longtemps. Et je pense que sa fermeté sur la laïcité est une des grosses raisons de la haine qui suscite chez les Insoumis. C'est clair. Et par contre, ce qui est un peu ridicule, là je suis d'accord avec vous, c'est l'insistance avec laquelle il était sur tous les plateaux de télé le soir de l'élection, au premier rang, la Tour Eiffel, ça c'était un peu drôle. C'est effectivement... Pardon ?
C'est la politique, vous savez, nous dans les coulisses, parfois des invités qu'on reçoit, ils disent des choses, les politiques en particulier, ils disent des choses à l'antenne et derrière, c'est un petit peu moins joli, quoi. Parlons de cette, peut-être pour commencer, parce que c'est l'actualité, la street medic qui a agressé le pompier pendant les manifs du 1er mai passe en jugement aujourd'hui. Elle a été interpellée, elle a visiblement opposé de la résistance, elle a été placée en garde à vue, elle a été déférée. Violence sur personne chargée d'une mission de service public, elle risque 3 ans de prison. Quelle peine pour ce... Alors on n'est pas juge, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas magistrat, mais est-ce qu'il faut une peine exemplaire? Est-ce qu'il faut aller vers ce que plaidait Xavier Bertrand, c'est-à-dire des peines fermes, courtes, de manière exemplaire? Dans ce cas-là, oui. J'avais pas vu les images, je les ai regardées ce matin. Ouais. Très sincèrement, on voit non seulement qu'elle agit de manière extrêmement volontaire avec une agressivité qui est incroyable. Elle met en danger le pompier parce qu'elle fait ça juste à côté du foyer que le pompier essaye d'éteindre, qui est en plus un feu qui risque de se propager aux immeubles. Donc très sincèrement, c'est un comportement inadmissible. Ça confirme bien que la France est très irritée et irritable, mais ça ne justifie pas. Donc là, il faut qu'il y ait un signal envoyé en disant voilà, là vous allez passer 3 mois, 6 mois dans une prison de la République et vous allez comprendre que ça ne se fait pas. Ouais. Pascal, alors en termes de justice, l'exemplarité en France n'existe pas, c'est la casualité, c'est-à-dire que les juges doivent apprécier au cas par cas les sanctions les sanctions à prononcer contre les personnes présumées coupables de quelque chose. Après, il faut prendre en compte la récidive. Là, il semble qu'il y ait quand même quelques éléments de récidive. Il faut prendre en compte le contexte, la mise en danger d'autrui, le fait que quand même ce soit un pompier, donc quelqu'un quelque part dépositaire de la sécurité d'autrui. Et puis moi, je crois que les magistrats doivent aussi défendre un droit qui est le droit de manifester pacifiquement. C'était une manifestation du 1er mai, donc déclarée en préfecture, qui en théorie doit être sécurisée, et toute personne qui trouble cette manifestation, se met dans l'illégalité, donc est redevable devant la justice. Une manifestation, c'est un droit qui a été chèrement acquis. Ça s'est toujours bien passé. Moi, je me souviens des grandes manifestations contre le contrat première embauche en 2005, c'est ça. Il y avait des jeunes, des lycéens, des collégiens, il y avait des familles. Ça se passait très bien, et c'est comme ça que ça doit se passer. Et toute personne qui entrave une manifestation, commet un délit. Un délit. Je pense que cette personne a été un petit peu portée par les déclarations de la force politique qu'elle a prouvé de voter, parce qu'elle a posté aussi sur ses réseaux qu'elle avait voté la France Insoumise. Moi, quand j'entends les déclarations de certains représentants de cette force politique qui justifient la violence, qui la justifient... mais là, ils ont condamné quand même sur cette histoire. Oui, d'accord, mais... Ils ont condamné et soutenu le pompier, on ne peut pas leur enlever ça. Oui, d'accord, mais en même temps, ça fait plusieurs années qu'on les entend dire qu'en fait, il faut une autre société, donc quitte à prendre le relais avec un peu de coup de force. Ils ont essayé d'ailleurs aussi d'instrumentaliser aussi à la fin le mouvement des Gilets jaunes, et c'était d'ailleurs la période où il y avait plus d'actes violents. Et puis cette force politique n'a jamais condamné et évité de laisser proliférer les black blocs. Je veux dire, il y a plein de manifestation qui se termine, qu'on connaît parfaitement, on sait, on voit, ça suffit de rester dans la manifestation et on les voit. Ces gens-là, je me dis, tout ce qui commet des actes violents, ils se sentent justifiés par une parole libérée de la part de cette force politique, et en tout cas de plusieurs représentants de la gauche essentiellement, qui disent que pour défendre la République, il faut aussi casser. C'est le 3e tour dans la rue. Voilà, moi je comprends pas comment on peut dire en même temps que il faut pas voter Marine Le Pen parce qu'elle serait fasciste, et de l'autre côté on défonce tout sur le passage d'une manifestation. Désolé. Alors François, juste... Moi, je crois qu'il faut je sais qu'il n'y a pas de peine symbolique, mais là cette dame est devenue un symbole des luttes, de taper sur les pompiers. Et ça a choqué tout le monde. Il faut absolument qu'il y ait une peine symbolique forte. Mais je suis un peu inquiet parce que je crois que les peines de
de moins de 2 ans de prison ne sont pas exécutés en France parce que les prisons sont pleines. Donc, je ne sais pas, peut-être un travail d'intérêt général chez les pompiers. Non, mais il faut quelque chose de fort. Parce que ils vont refuser d'intervenir. J'ai un auditeur qui me dit oui, mais on ne sait pas exactement. Stéphane nous dit arrêtez de l'accabler. Elle avait quand même dans son sac à dos, elle avait un marteau, elle avait un ciseau, elle avait un masque à gaz. Et si vous lisez Le Parisien, elle a hurlé à plusieurs reprises, tu ne vas pas éteindre le feu, on va te défoncer comme en 2019. C'est ce qu'elle aurait dit aux pompiers. Et ensuite, elle a hurlé, tu oses t'en prendre à une femme avant de lâcher la lance. Donc, il n'y a pas grand-chose qui plaide en sa faveur. On va voir ce que dira la justice. Mais c'est vrai qu'elle est devenue, vous le disiez François, un peu le symbole de ceux qui s'attaquent aux pompiers. Les pompiers se font attaquer. Enfin, c'est hallucinant. Quand on parle des violences policières pour justifier des violences contre la police, mais les pompiers... On verra. On se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Plusieurs sujets. Peut-être cette question, où sont passés les Républicains, Pascal Jalabert? On voit que quand on parle des législatives, pour l'instant, on ne parle que des accords France Insoumise, Parti Socialiste. Il n'y a personne d'autre? Alors, chez les Républicains, tout le monde est à bas bruit. Il y a ceux qui discrètement poussent la porte pour rejoindre la majorité présidentielle. Sauf que, comme Emmanuel Macron n'a pas encore appuyé sur le bouton des législatives, ils ne savent pas où ils vont être logés, s'ils vont faire partie de l'écurie d'Édouard Philippe, si on va leur mettre un candidat dans leur circonscription ou pas. Il y a ceux qui font campagne à bas bruit dans leur circonscription en agitant des sujets locaux, en misant à fond sur leur ancrage local. Il faut rappeler qu'ils ont une centaine de députés. Et puis, on en parlera tout à l'heure, il y a Laurent Wauquiez qui était très discret, et grâce à Éric Piolle, ça lui permet de revenir sur la scène. Il est fort probable que lui attend les législatives pour derrière tenter de reprendre ce qu'il va rester du parti et de construire une force quelque part entre le Rassemblement national et la majorité. Mais c'est vrai qu'on ne les entend pas et que les négociations à gauche éclipsent tout. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que la présidentielle a abouti à une tripartition du paysage, une gauche plus radicale, une extrême droite forte et au milieu un extrême centre autour d'Emmanuel Macron. Et bien entre ces forces, il ne reste plus beaucoup de place. Oui, François Monboisse. Oui, je suis d'accord. Vous avez posé une bonne question. Je crois qu'ils n'ont plus de chef d'abord. Parce que Valérie Pécresse a des problèmes financiers. Tout le monde est au courant. Du coup, on ne l'entend plus. Non. Et Christian Jacob a dit qu'il ne se représentait pas. Donc, ils n'ont plus de patron, en fait. Il y a beaucoup de reproches faits à Olivier Faure par les ténors du PS, mais au moins, il tient le parti. Alors que je ne sais pas qui dirige les Républicains aujourd'hui. Et Pascal Jalabert a raison, il laisse les 100 députés sortants se débrouiller tout seuls dans leur circonscription, ce qui est un énorme problème pour eux, ils risquent de se faire manger. Et individuellement, on sait que Thierry Solaire les appelle un par un pour essayer de leur dire de venir. Apparemment, avec quelques succès déjà, on va le voir. On va voir effectivement ce que ça peut donner. Alexandre Malafaille. Vu comme ça de l'extérieur, on a quand même l'impression qu'ils doivent être dans un niveau de tension et peut-être de haine les uns à l'égard des autres, à un niveau paroxystique et qui empêche de façon toute forme d'organisation concertée. Là, vous évoquiez la question de Valérie Pécresse. J'ai appris incidemment qu'il semblerait que le fait qu'elle ait dû se porter caution avec son mari pour financer sa campagne, c'est pas parce que le parti n'était pas en mesure de le faire à faute d'endettement, mais c'est parce que le parti a refusé de le faire. Donc, c'est quand même gravissime qu'un parti politique qui pousse une candidate à la présidentielle refuse de lui donner les moyens et au bout du compte la mettre au pied du mur, dire maintenant il manque 2,5 millions. Bon, t'as de la chance, t'as un mari riche, tu vas payer. Je pense que tout ça doit mettre une ambiance assez compliquée et en effet, sans chef, sans projet, sans rien, ils sont incapables de faire ce qu'ils font à gauche et qu'à gauche, ils font avec un succès et un génie politique assez réussi. On y viendra peut-être tout à l'heure. Et où ils sont les Républicains ils sont nulle part. Puis aussi, ils sont à l'Élysée. Regardez, je crois que c'est Nicolas Sarkozy aurait fait une visite discrète hier à l'Élysée, histoire d'aller discuter. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on voit bien que les Républicains, mais ils sont tous en train de se demander comment ceux qui vont pas faire partie du petit bloc irréductible qui va essayer de tenir une maison pour dire qu'il faut quand même qu'il y ait un jour une alternance à droite et pas à l'extrême et peut-être pas avec Macron. Ils en ont marre d'être dans l'opposition depuis 10 ans. Ils vont aller à la gamelle. C'est comment on va à la gamelle. Et ce qu'on disait tout à l'heure de Manuel Valls pourrait
peut-être s'appliquer aussi un petit peu à Nicolas Sarkozy, qu'un plus... Un petit peu. Ouais, absolument. Qu'un plus a l'aggravante d'avoir été président de la République. Manuel Valls, quand même, a été Premier ministre. Donc, quand on voit que deux des anciennes sommets de l'État français vont manger à tous les râteliers, je suis un peu violent peut-être, pour obtenir quelques positions, peut-être, je ne sais pas, au niveau international, peut-être de médiateur dans quelques trucs bidules de Bruxelles ou de l'OTAN, etc. Je ne sais pas. Le pantouflage est en cours. Je pense en tout cas que effectivement, si Laurent Wauquiez assumait éviter de se mettre dans sa zone de confort qui est celle de la région, peut-être il pourrait bâtir quelque chose d'intéressant. Alternative à la droite plus souverainiste, nationaliste. Mais est-ce qu'ils veulent le faire? Parce que c'est très confortable, d'avoir son petit précaré, de devenir peut-être un jour un espèce de faiseur des rois, un peu comme l'a été à un moment François Bayrou, avec quelques députés qui peuvent orienter ou pas une majorité. Et stop. Je me demande ça. Mais ça serait, à mon avis, la seule voie de sortie pour rebâtir un parti qui, effectivement, est dans un état désastreux, mais qui peut avoir encore quelques ressources de quelques jeunes qui croient, en tout cas, à la parole donnée, à son engagement et qui ne changent pas attention, parce que le problème aussi des LR, c'est... Jeunes et moins jeunes, allez. C'est les jeunes, justement. Voilà, quand on regarde leur électorat, déjà François Fillon ne faisait que 9% à l'époque chez les 18-25 ans, selon les enquêtes. Et là, elle a fait 2%, Valérie Pécresse. Ouais. Ils ont un électorat qui est très âgé, donc qui va s'éteindre. Je me corrige parce que je me considère jeune, mais j'ai presque 50 ans. Donc c'est pour ça que je me suis... Oui, François Monboisse. Il faut que... Oui, je suis entièrement d'accord. Le LR, il n'existe que chez les plus de 60 ans. C'est dramatique. Voilà. Ouais. Les jeunes qui ont les mêmes idées, ils sont chez Zemmour. Ils ne sont pas chez LR. Donc la seule solution pour eux, c'est de s'allier avec le parti de Zemmour. Pour peser un peu, ils ont eu quand même 2 fois moins que Zemmour, pratiquement. 4 à 7. Alors, il a annoncé ce matin qu'il allait présenter un certain nombre de candidats, mais lui hésite toujours à se présenter. Visiblement, son entourage lui déconseille. On l'a évoqué hier. C'est-à-dire que s'il est battu, c'est terminé pour lui. C'est ça. Donc, il vise le 16e, 17e ou Saint-Tropez, où il a fait ça fait sourire, mais c'est un endroit où il a fait un très bon score. Mais la question aussi qui se pose, c'est est-ce que tous ces accords, que ce soit PS, LFI et autres, vont être respectés? On voit qu'il y a un certain nombre de candidats qui vont pas accepter du tout de se retirer. Je sais pas ce que vous en pensez. Alexandre. Ah bah oui. Et après François. En tout cas, on a vu ce matin déjà, j'ai vu passer ça, il y a à Vénissieux, je crois, une candidate qui a décidé de se présenter. La maire de Vénissieux, Michel Picard, qui est très implantée localement. Absolument. Moi, j'ai travaillé 4 ans à Lyon. C'est une personnalité, elle a quand même une autre envergure que M. Tahabouafs, et elle n'a jamais traité les confrères de Charlie de pouilleux. Mais elle a décidé de se maintenir. Sous quelle étiquette? Communiste. Mais il y a des accords, donc comment ils vont faire? Ils vont devoir certainement retrouver le sens de la discussion sur ces circonscriptions-là. L'important, en tout cas, ce que je trouve intelligent dans la façon de faire aujourd'hui, c'est que, quelle que soit l'issue du scrutin, c'est gagnant-gagnant. Ouais. C'est-à-dire en évitant d'avoir une confrontation entre 2 ou 3 listes de gauche aux législatives, ils se donnent toutes les chances d'avoir un maximum d'élus, quitte à ce qu'après, ça vole en éclats et que chacun reprenne son indépendance ou sa liberté dans le cadre des différents groupes parlementaires qui seront composés. Mais s'il y a des triangulaires ou des quadrangulaires, ça profitera sans doute davantage. Il y en aura peu parce que dans ce cas-là, le seuil de maintien à 12,5%. Oui, mais il y en aura quand même. Et malgré tout, il y en a quand même toujours. Et là, il se donne un maximum de chance. En tout cas, je trouve que le coup politique est quand même assez remarquable et très objectivant. Et je pense qu'il ne faut pas exclure, compte tenu du fait que les attentes de la France aujourd'hui, les attentes des Français, pour l'essentiel, elles sont quand même à gauche. La crise actuelle, on a un peu occulté les problèmes migratoires, on a un peu occulté toutes ces questions-là pour l'instant. Les questions sécuritaires sont là, mais la gauche
gauche les exclut pas totalement. S'ils s'entendent et compte tenu des aspirations des Français et des jeunes en particulier, et avec l'écologie, avec toutes les problématiques de pouvoir d'achat, ils peuvent faire un excellent score. Oui, c'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron, semble-t-il, cherche encore un Premier ministre étiqueté à gauche. Il est clair qu'aujourd'hui, la gauche porte les revendications des jeunes qui sont quand même majoritairement sur le climat. Alors, iront-ils voter aux législatives? Ça, c'est une autre question. Et elle porte aussi les questions sociales. Oui. Et Emmanuel Macron, en avançant la retraite à 65 ans, il s'est mis un boulet au pied parce qu'il remobilise un peu plus tout cet électorat de gauche. Mais là, juste pour dire, là, il a deux problèmes, Emmanuel Macron. C'est qu'un, il est plus le maître des horloges, puisqu'en fait, c'est la gauche qui fait le jeu politique pour l'instant. Donc, il est plutôt en défensive. Et deuxièmement, il a tellement fait de zigzag pendant la présidentielle, entre le moment quand premier tour, il était plutôt à droite, deuxième tour, plutôt à gauche. On ne sait plus le situer, on ne sait pas quel est son projet. C'est un vrai handicap. Oui, François? Oui, mais tout va dépendre de la participation quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, on en a un tout petit peu parlé, cette règle des 12,5. Il y a 5 ans, la participation, elle était de 50%. Ça veut dire que pour être au second tour, il faut 25. Ou alors être dans les deux premiers. Donc, et 25, si vous prenez l'élection présidentielle, il n'y a que Macron qui les a eus. Non, mais donc les deux premiers sont qualifiés. Donc la plupart des circonscriptions, on aura LREM, Front National et le candidat de gauche dans un mouchoir, en fait, ça va se jouer. Et sans doute que les deux premiers qui seront qualifiés. Donc on a des incertitudes énormes. Et c'est pour ça que la stratégie de Mélenchon est électoralement intelligente. Dire il faut un seul candidat et pas 3 candidats. Oui, ce qu'on disait, ce que vous disiez, Alexandre. Il y en avait 4, la dernière fois, c'était souvent 4 candidats. Il y avait un Vert, un PS, un PC. Et vous imaginez s'ils avaient réussi ça avant le premier tour, avec un candidat unique de gauche. Oui. Mais vous disiez que sa stratégie était remarquablement intelligente. Élysée, même si ça ne marche pas exactement comme ça, élisez votre Premier ministre, c'est un slogan qui fonctionne parfaitement. Mais localement, ça va coincer. Dans certains endroits, certains vont refuser de se voir imposer un candidat. On peut citer le département de l'Ariège. Carole Delga. Voilà, Carole Delga en Occitanie, mais le département de l'Ariège, avec le vice-président de la région, Kamel Chibli, et la présidente du département qui s'appelle Madame Teki. Désolé, j'ai oublié son prénom. Eh bien, eux, ils maintiennent leur candidat socialiste. Michel Picard à Vénissieux, qui est là, qui est implanté. On lui parachute quelqu'un qui, en plus, n'est pas forcément dans l'ADN de ce qu'est le Parti communiste et ce qu'est la gauche. Donc, oui, elle a envie de se maintenir. Donc, sur le terrain, ça ne va pas toujours être simple de faire appliquer. On se souvient que des dissidents ont souvent mieux réussi que les candidats officiels. Je vais citer qu'un exemple qui va parler à tout le monde. C'était à La Rochelle en 2012 où on a imposé une candidate prénommée Ségolène face au local Olivier Favalorni, et qui c'est qui a gagné? Bien sûr. Non, mais c'est là où ça risque d'être compliqué. Oui, Mathéo. Après, il faut toujours ne pas sous-évaluer le pouvoir du strapontin, de la promesse d'un strapontin ministériel ou quelque chose d'autre, dans le sens que malheureusement, vous avez cité tout à l'heure Thierry Solaire qui est en train de essayer de démarcher des potentiels candidats d'autres partis pour l'RLM. Oui, déjà Thierry Solaire est un personnage qui a tout un tas de problèmes avec la justice, si on veut dire. Mais naturellement, il a la présomption d'innocence. Et puis, n'oublions pas qu'effectivement, même au niveau local, on peut aussi faire des promesses à des politiques, des hommes et des femmes politiques qui sont, un fauteuil dans une métropole, dans un organisme communal ou intracommunal. Non, on ne fait pas ça en France. Mathieu, on ne fait pas ça en France. Vous êtes sûr? La difficulté de l'REM, c'est qu'ils contrôlent très peu d'exécutifs locaux et aucun régionaux, Donc, ils n'ont pas à l'époque, François Mitterrand ou Jacques Chirac étaient très forts pour ça. Aujourd'hui, ils n'ont pas cela. Et c'est ce qui rend compliqué. Parmi ceux qui risquent de se rallier, on cite souvent Damien Abad, qui est un excellent député dans l'Ain, président du groupe parlementaire LR, qui est sur le point de franchir le Rubicon. On peut le comprendre, ça fait 10 ans qu'il est dans l'opposition. C'est
jamais arrivé à la droite française d'être 10 ans dans l'opposition. Alors 15 ans, c'est quand même beaucoup leur demander. Donc des ralliements, il va y en avoir. Après, en effet, comme selon l'expression, aller à la gamelle, sauf que la gamelle, elle a quand même une taille limitée au bout d'un moment. Oui, elle a une taille limitée. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Les débats avec vous, on continue à parler avec vous, à débattre. Alors, le sujet du burkini, marronnier, ça revient régulièrement. On en a parlé en début de semaine avec cette proposition d'Éric Piolle d'autoriser le burkini dans les piscines de Grenoble. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique de la chose avec Laurent Wauquiez, président donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes-Côte d'Azur. Rhône-Alpes-Côte d'Azur, je vais bien, moi je veux partir en vacances. Auvergne-Rhône-Alpes qui a menacé de priver de subvention la ville de Grenoble si Éric Piolle autorise le port du burkini dans les piscines municipales. Il dit si le port du burkini est autorisé, donc la région coupera toute subvention à la ville. Pas un centime des Auvergnats Rhône-Alpins ne financera votre soumission à l'islamisme. Sortie, effectivement, vous l'évoquiez, Alexandre Malafaye, sortie de Laurent Wauquiez depuis un petit moment, sortie publique sur ce sujet-là. Ben là, il a une opportunité pour entrer à nouveau dans le débat politique, c'est clair, et sa position en tant que président de région me paraît tout à fait conforme. Non pas parce que la question de savoir comment s'habiller la piscine est absolument centrale, et pas parce qu'il faut nécessairement passer par la loi pour réglementer ça, mais on est comme dans un pays où il y a, enfin ça a peut-être dû échapper à Monsieur Piolle, mais pendant les 6 derniers mois de la campagne présidentielle, on avait un garçon qui s'appelle Éric Zemmour, qui était à près de 15% d'intention de vote. Marine Le Pen a fait quand même 24 au premier tour, elle arrive à 43 au deuxième tour. On a une France quand même qui est très clivée, très tendue sur ces questions-là. Pour une partie des Français, en tout cas, c'est un sujet. Remettre de l'huile sur le feu en pleine période où il y a des accords de partis qui se font. Et pardon, je pense que c'est irresponsable. Et puis, pardon aussi de le dire, mais il y a quand même encore en France une influence de l'islam politique qui n'est pas du tout écartée, loin s'en faut. Il y a encore malheureusement beaucoup de femmes qui sont soumises à un islam de quartier et de pratiques et d'habitudes culturelles peut-être, mais qui sont malheureuses. Alors, qu'elles aient le droit d'aller se baigner, oui, qu'il faille qu'elles portent un burkini peut-être un jour, mais quand on sera apaisé. Voilà. Et pour l'instant, la France n'est pas apaisée. C'est pas prudent, et je trouve que franchement, ça envoie des signaux qui font que franchement, les écologistes n'arrivent pas à se grandir. Oui. Je voudrais dire deux choses rapidement. La première chose, rappelons-nous que le burkini n'existe pas dans plusieurs pays à majorité musulmane. Donc, interdit. Remettons un petit peu les choses dans son contexte. Et puis, n'oublions pas aussi que, de toute façon, effectivement, Laurent Wauquiez pourrait avoir l'opportunité de rappeler aux Français, dans les différentes circonscriptions, que de toute façon, la plupart des grands maires de gauche, qui désormais sont alliés à la France insoumise, sont allés faire des courbettes aussi à la fin des Ramadans, et on les voit pas quand il y a des festivités chrétiennes. Je dis pas catholiques, mais elles pourraient tranquillement aller chez les protestants ou les orthodoxes pour Noël ou Pâques, etc. On les voit pas. Donc ça m'a interrogé de voir que cette année il y a eu cette précipitation de la part du maire de Lyon, par exemple, et du maire de Paris à la fin du Ramadan. Ils peuvent le faire tranquillement. Jacques Chirac y allait aussi. Oui. Ben voilà. Jacques Chirac y allait à Paris. Biden le fait aussi. Voilà, mais je les ai pas vus quand il y a des festivités d'autres religions ou certaines religions, voilà, qui ne portent pas assez de voix peut-être. Oui, François, pardon, vous voulez ajouter? Il a raison. Je pense que politiquement, Wauquiez a raison de se saisir de cette affaire et d'en faire un fait majeur. Pour toutes les raisons qui ont été dites. Puis, il ne faut pas rappeler que d'un point de vue hygiène, dans la plupart des piscines, on interdit les bermudas. Bien sûr. Parce que c'est des vêtements longs. Alors, si une bermuda est interdite, le burkini, il y a quand même un souci. Mais c'est un clivage. Je ne pense pas que ça soit une gaffe de la part de Piolle. C'est un message aussi. Oui, bien sûr, c'est un message très clair. Et il le sait très bien. Et il le sait très bien. Donc quand il dit, moi je peux sortir en jupe, j'ai le droit et on a le droit de porter le voile. Et il a dit hier, demain dans nos piscines, je veux que chacun puisse se rafraîchir, vêtu ou dévêtu comme il ou elle veut, tant que la loi, hygiène et la sécurité est respectée. Oui, les seins des femmes pourront être libérés comme ceux des hommes. L'accès universel en sécurité pour tous. Là, c'est un gloubi. Il faut arrêter. Éric Piolle, il marque un but contre son camp, voilà. Pourquoi ? Parce que
rappelons un peu la présidentielle. Il y a un candidat, Éric Zemmour, qui a fait une fixation sur le sujet de l'islam, de l'immigration. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la préoccupation des Français. Aujourd'hui, la gauche travaille sur un accord où l'on parle de questions climatiques, où l'on parle de questions sociales, où l'on parle de la fin du mois, et c'est ça qui préoccupe les Français. Donc Éric Piolle, il ferait mieux de s'occuper de ça que des burkinis dans les piscines. En effet, on a le temps d'en parler, ce n'est pas le moment. Quand on a une inflation à 4%, quand on a un tiers de la population qui ne boucle pas les fins de mois, on ne parle pas de burkini, je suis désolé, on ne peut pas tout faire en même temps. Et j'oublie la question climatique. Et j'ajoute qu'il rend un grand service à Laurent Wauquiez, parce que Laurent Wauquiez, ça lui coûte pas cher. Il adresse un petit clin d'œil aux électeurs qui ont voté Éric Zemmour en disant « Regardez, il reste une droite que moi je peux incarner, qui peut vous satisfaire, sans pour autant aller jusqu'aux idées du Rassemblement national et l'autre partie du programme Zemmour. » Donc du coup, Éric Piolle, il a marqué un but contre son camp. Et je peux vous dire qu'à Paris, Julien Bayou ou Yannick Jadot, ils ne doivent pas être très fiers de lui en ce moment. Attention, parce que n'oublions pas, en tout cas, à propos de débat sur le burkini, que il y a aussi un président de la République qui a un peu, lancé la balle en disant que c'était joli d'être féministe dévoilé. Donc voilà, c'est un peu l'appel de pied. Alors on me dit que le Bermuda est interdit dans les piscines parce qu'il peut être porté au quotidien et donc porteur de germes, et que c'est la principale raison pour laquelle il est interdit dans les piscines. Je ne sais pas si c'est le cas, mais le burkini n'est pas un vêtement comme un autre. Il y a un message politique derrière, et on ne peut pas le nier et dire, comme le dit Éric Piolle, que c'est la même chose que de porter une jupe. Ce qui a été dit est vrai, c'est qu'il est interdit dans les piscines dans certains pays du Maghreb. Oui, absolument. Mais oui. Donc pourquoi est-ce que quelques mots peut-être sur le refus de Valérie Rabault d'accepter d'être Premier ministre, visiblement. Alors du côté de La République en Marche, on dit que personne n'a jamais été contacté. Visiblement, il y a quand même des gens qui disent non. Sophie de Menton a fait un tweet assez drôle en disant pas surprise du refus, mais plus étonnée qu'on le lui ait proposé d'être Premier ministre à Valérie Rabault. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Valérie Rabault, c'est une députée de conviction, une élue politique qui s'honore. Elle est contre la retraite à 65 ans, donc elle refuse Matignon. Elle est contre l'alliance avec les Insoumis, donc elle se présente dans sa circonscription de Tarn-et-Garonne. C'est quelqu'un de conviction. Il faut qu'on soit d'accord avec elle ou pas, qu'on partage ou pas ses idées, il faut lui reconnaître cela. Elle a fait le job comme présidente du groupe, du groupe socialiste, voilà. En effet, moi aussi, je suis comme Sophie de Menton, je suis étonné qu'on l'ait appelée. C'est un peu méprisé des élus qui ont des convictions. Non, mais ce qui est très intéressant dans le fait que ça ait pu se produire, c'est que ça confirme que finalement le profil que cherche le président est un profil qu'il aura à sa main, si je puis dire, parce que on a bien vu dans le premier quinquennat, il a fait le choix de quelqu'un qui était maire du Havre, pas vraiment connu du grand public, qu'il a mis à Matignon. Son deuxième Premier ministre est un très haut fonctionnaire de grande qualité, maire d'une petite commune, Jean Castex. Et là, on pourrait se demander quel est le signal qu'il veut envoyer aux Français. Donc on imagine bien qu'il veut de toute façon gouverner en prise directe avec son gouvernement, parce que ça, il ne va pas changer sa méthode sur le deuxième quinquennat. Mais c'est vrai que s'il avait mis une personnalité peut-être plus connue, plus charismatique, ça pourrait être aussi un signal. Parce que l'important, c'est le signal qu'il va envoyer. C'est qu'est-ce que derrière, les Français vont recevoir. Et ça va durer 2 mois, parce qu'après les législatives, j'imagine qu'il y aura un nouveau gouvernement, donc peut-être... Philippe, pas forcément un nouveau Premier ministre. Non. Justement, il faut qu'il fasse le pari qu'il reste. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Valérie Rabault. C'est quelqu'un qui a une sacrée autorité. Donc, c'était pas quelqu'un à la main d'Emmanuel Macron. Si la rumeur est vraie, je sais pas. Oui, mais la question est pourquoi on le lui a proposé on change quelqu'un de gauche. On n'a pas appelé. Puisque la deuxième personne dont on a parlé, c'est un ancien DIRCAP d'Emmanuel Valls. Donc, il cherche visiblement quelqu'un de gauche. Oui, alors pour compléter et revenir sur le début de l'émission, cher Alexandre, désillusion pour Manuel Valls. On l'apprend à l'instant, le député LREM sortant de la circonscription qui lui a été attribuée veut se représenter. Incroyable. C'est ce
qu'on évoquait, c'est toutes ce que vous disiez, François Monbois, ces petits accros qui risquent d'y avoir au quotidien. Alors, peut-être on va l'appeler pour devenir Premier ministre. Peut-être, ou ailleurs, on ne sait pas. Bah écoutez, voilà. C'est pas étonnant. Hein. Si le député a fait le job, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Il va pas apprécier. Non, mais ça va être le cas dans beaucoup d'endroits, même avec les accords à gauche. Oui, à gauche, voilà. Ça va être... Que ça ait pu sortir, qu'il ait pu l'annoncer, qu'on ait pu laisser annoncer ça, alors qu'ils n'avaient pas consulté le mec en place, c'est invraisemblable. C'est assez incroyable. C'est manque de respect. Et ça va se passer dans beaucoup d'endroits, parce que vous avez dit que l'REM n'est pas très implanté localement, c'est vrai, mais les insoumis non plus. Non, mais les insoumis ont prévu 150, il va y avoir des petits jeunes ou des petites jeunes insoumis qui vont arriver face à un vieux PS ou un vieux communiste qui va pas apprécier. C'est exact. Bon, merci à tous les quatre, merci d'avoir été avec nous jusqu'à midi. On se retrouve demain pour d'autres débats. Très bonne journée sur Sud Radio. Au revoir.